Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardot, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue dans le journal de Bonjour America, je suis Audrey Mazins, tout de suite les nouvelles du jour. Commençons par la victoire de Emmanuel Macron qui est devenu dimanche 7 mai le 25e président de la République française en remportant le second tour face à Marine Le Pen. Selon les résultats quasi définitifs du ministère de l'Intérieur, le candidat d'En Marche récolte près de 66,06% des voix face à la candidate frontiste qui en recueille, elle, 33,94%. À 39 ans, l'ancien ministre de l'économie devient le plus jeune président de la Ve République, une hypothèse invraisemblable il y a encore un an. L'abstention, entre 25 et 27% selon les premières estimations, atteint le niveau le plus élevé depuis 1969. Le nombre de bulletins blancs est également annoncé comme très haut, au-dessus des 10% de votants. Emmanuel Macron a reconnu que sa large victoire n'était pas un blanc-seing, disant qu'il ferait tout pour qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Emmanuel Macron entrera en fonction dimanche prochain, après une cérémonie d'investiture organisée à l'Élysée. Restons en Europe où l'accession à l'Élysée du candidat libéral et pro-européen dissipe les inquiétudes des investisseurs qui redoutaient un éventuel Frexit. L'euro était en hausse après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République française. La monnaie européenne a réagi positivement aujourd'hui lundi 8 mai. Emmanuel Macron avait la préférence des investisseurs en raison de ses positions sur l'Europe et de ses orientations économiques. Peu après l'annonce du résultat de l'élection, l'euro est brièvement monté à 1,102 $ contre 1,099 vendredi soir à New York. Il atteignait ainsi son plus haut niveau depuis novembre 2016. La bourse de Paris, qui s'est envolée de plus de 7% depuis le premier tour de la présidentielle, est donc bien partie pour continuer sa lancée, idem pour ses homologues européens. Au Québec maintenant, plus de 140 municipalités, de l'Outaouais jusqu'en Gaspésie, sont touchées par les inondations et la situation pourrait bien s'aggraver, ont indiqué les autorités civiles dimanche. À Montréal comme à Laval et dans d'autres villes et villages, l'état d'urgence a été décrété. Dans la province, près de 2500 domiciles sont inondés et plus de 1500 résidents ont été évacués. Dimanche après-midi, la ville de Montréal a décrété pour la première fois de son histoire l'état d'urgence sur son territoire. Les arrondissements de l'île Bizarre, Sainte-Geneviève, de Pierrefonds-Roxboro et Downsick-Cartierville étant fortement touchés par les inondations printanières. L'état d'urgence est en vigueur jusqu'à mardi et sera renouvelé au besoin. Laval a agi dans le même sens. Par ailleurs, la sécurité publique a ouvert 4 centres de coordination pour gérer les interventions sur le terrain et le nombre de soldats appelés en renfort a augmenté à 1200. Retournons sur ce qui s'est passé en Afrique où, malade et affaibli, le président nigérian s'est affiché hier avec les 82 jeunes filles relâchées par les djihadistes de Boko Haram. Muhammadu Buhari avait fait de la libération de ces anciennes lycéennes l'une des priorités de son mandat. Il les a reçues hier à Abuja et s'est engagé à les réhabiliter, promettant de superviser personnellement leur éducation. Ces jeunes filles faisaient partie d'un groupe de 276 adolescentes kidnappées par les islamistes il y a 3 ans. Une centaine d'entre elles est toujours entre les mains de leurs tortionnaires, sans oublier les autres victimes de Boko Haram, comme le rappelle cette porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge, Alexandra Mossiman. Le conflit particulièrement sanglant avec Boko Haram dans la zone du lac Tchad a fait plus de 20 000 morts et 2,5 millions de déplacés depuis 2009. Au Texas, maintenant, le policier américain soupçonné d'avoir abattu il y a une semaine un adolescent afro-américain en tirant sur une voiture pleine de jeunes qui quittaient une fête s'est rendu vendredi et a été formellement inculpé pour meurtre, ont annoncé les autorités concernées. Jordan Edwards, âgé de 15 ans, et 4 autres jeunes gens quittaient une fête dans une voiture après avoir entendu des coups de feu. Roy Oliver a alors tiré contre le véhicule, touchant l'adolescent à la tête, ont rapporté les médias.
Le policier était depuis introuvable. Selon les autorités locales, Roy Oliver s'est finalement rendu et s'est vu signifier l'inculpation pour meurtre d'un juge texan à la prison du comté de Westford, à une 60aine de kilomètres à l'ouest de Dallas. Terminons par cette information qui concerne notre planète. En effet, 6 mois après le choc de l'élection d'un président américain climato-sceptique, les délégations de 196 pays entament lundi à Bonn des discussions sur la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Cet accord international est le dernier espoir de survie pour les petits États insulaires, a déclaré Tariq Ibrahim, le ministre de l'Environnement des Maldives, dans un communiqué publié la veille du rendez-vous à Bonn. Sa déclaration reflète l'extrême inquiétude des pays les plus vulnérables au changement climatique, renforcée avec l'arrivée de Donald Trump et sa volonté affichée de ne pas lutter contre le réchauffement de la planète, dont la vitesse est inédite. À Bonn, les pays ont 10 jours pour progresser dans l'élaboration d'un manuel de l'accord de Paris qui est juridiquement entré en vigueur, mais dont les dispositions très générales doivent être précisées d'ici la fin 2018. Cette réunion va permettre au gouvernement d'avancer clairement sur les règles pour mettre pleinement en œuvre l'accord de Paris. Merci d'avoir suivi le journal. Je vous retrouve très prochainement sur Bonjour Américain.